Je m'appelle Luis Collado et je suis professeur de développement territorial à l'Université autonome de Madrid et je suis coordinateur aussi d'AMENEC avec le professeur Meillat. Dans ce tableau, nous allons aborder certains éléments liés plus ou moins directement à l'intégration entre l'Europe et l'Afrique. Le premier élément est la question de l'intégration au niveau micro entre les entreprises elles-mêmes et comment cette intégration sous forme de coopération contribuer à améliorer la compétitivité. Les services de développement territorial endogène et analysant précisément les avantages de telle coopération, ce qui se traduit par la formation des clusters. La première des interventions porte précisément sur cette formation des clusters et sur la manière dont ces clusters africains sont intégrés sur chaînes de valeur mondiale. La deuxième présentation aborde un des éléments de cette coopération entre les entreprises, qui est la question de l'innovation. Et la troisième présentation analyse le rôle du gouvernement local et régional dans le contexte mondial, se basant sur l'analyse du rôle des communautés territoriales au Maroc. Nous avons 15 minutes pour chaque présentation. Je vous dirai après 12 minutes que vous devrez finir ou terminer la présentation et nous pouvons faire des questions à la fin de la session. Je présente la stratégie de croissance externe, à savoir les alliances stratégiques et la PME au Maroc, les alliances stratégiques comme une forme d'interaction entre entreprises et entre universités et ce qu'on appelle les clusters. Tout d'abord, j'ai commencé ma thématique avec un constat que les PME occupent la place majoritaire dans l'économie marocaine, à savoir 98% des entreprises au Maroc. Pourtant, ils ont des difficultés qui freinent leur développement, surtout je parle des difficultés financières. Et là, j'ai pensé à étudier la stratégie des alliances comme stratégie de croissance externe à la PME. J'ai commencé les recherches et j'ai trouvé un frein qui est la source de ma problématique. C'est le profil de dirigeants. Certains dirigeants marocains sont réticents à la stratégie d'alliance. Il y a plusieurs causes. La cause principale, c'est le profil et la culture des dirigeants. Donc, je vais essayer ma thèse de répondre à la question suivante, qui est l'attitude, le comportement des dirigeants des PME marocaines vis-à-vis des stratégies d'alliance comme option de création de valeur et de croissance externe, que ce soit sur les entreprises marocaines, que ce soit croissance externe sur l'international. Pour commencer, je vais commencer par un plan, parce que moi je suis toujours sur la revue de littérature, donc je n'ai pas encore commencé les études empiriques, donc je vais faire un tour de mon résultat de lecture. Donc je vais commencer par la situation et l'état des lieux des PME au Maroc. Ensuite, je vais enchaîner par la stratégie des alliances en tant que levier de création de valeur pour les PME au Maroc. Et la réponse à la question principale, c'est l'impact de profil de dirigeants sur le choix de la stratégie d'alliance. Donc, ça, c'est juste un préambule pour la définition de la PME au Maroc. Ensuite, les statistiques qu'a fait la NPE pour savoir l'impact de la PME sur l'économie marocaine. Elle est importante parce qu'elle représente 98% du tissu économique marocain, mais en fait, elle ne génère que 20% sur la valeur ajoutée nationale. Donc, ça reste minime quand même. Je vais enchaîner par les obstacles et freins de développement de la PME au Maroc. Donc, malgré la place que la PME, il existe encore des freins qui sont liés à la PME elle-même, les facteurs internes,
si je vais parler de l'organisation et les moins développés. On est sur des PME qui ne sont pas bien organisées. Côté organisation managérielle, organisation des départements, on est toujours sur le gérant qui fait. Donc, c'est limité. Et on a la culture des gérants. Et les gérants au Maroc, ils ne veulent pas vraiment déléguer des tâches, bien recruter des gens compétents pour les aider à la prise de décision, mais ils ne veulent pas prendre le risque pour déléguer quelques tâches qui sont décisives. Et ça, trop de prudence peut les amener à des décisions qui ne sont pas raisonnables. Donc, et la fameuse obstacle, c'est la difficulté financière. Des facteurs externes qui sont liés aussi à l'insuffisance de l'autofinancement, parce que si on voit avec les banques, avec les institutions de financement, toujours les PME ont des difficultés à avoir des crédits ou bien des aides financières par les banques, parce que question de garantie. On a l'asymétrie de l'information. Les dirigeants marocains, ils n'ont pas l'information sur, ils n'ont pas une culture d'aide financière ou bien sur les institutions bancaires. Ils ignorent les crédits bancaires, tout ce qui est aide financière. Enfin, c'est la croissance du marché avec l'entrée des investissements étrangers, avec les entrées des multinationales. La PME est face à une concurrence acharnée. Donc, au lieu de faire face à des entreprises, des grandes entreprises, vaut mieux de s'allier avec eux et de bénéficier de l'expérience et de la réputation de l'entreprise sur le marché. Donc, je vais parler des perspectives de croissance pour les PME. Il y a des perspectives en interne, comme il y a d'autres en externe. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est en externe. Parce qu'en externe, j'ai choisi comme forme, c'est les alliances stratégiques. Les alliances stratégiques sont définies par des auteurs comme Gareth, Dosage depuis des années. J'ai fait un récap de toutes les définitions que j'ai pu avoir. Les alliances stratégiques sont des liens entre plusieurs firmes qui choisissent cette politique de croissance externe afin de collaborer pour réaliser un projet ou une activité spécifique en bénéficiant des compétences, moyens et ressources en commun et qui sont nécessaires pour achever le but de l'alliance tout en gardant l'indépendance juridique, stratégique et financière des deux entités. Donc l'alliance, c'est une intégration entre une entreprise ou bien deux, ou bien même avec des universités comme le cas de Gloucester. Ils ne sont pas seulement des entreprises, mais sont des universités, des entreprises multinationales, etc. Donc il y a plusieurs types d'alliances. Les objectifs et motivations des alliances, on va parler de trois théories. La théorie de l'apprentissage organisationnel de Hamad. Cette théorie suppose que les alliances stratégiques offrent une opportunité d'apprentissage pour les deux alliés. Certes que l'information coûte cher, donc dans l'alliance elle-même, même si on va apprendre, il faut faire attention parce que trop de confiance peut nuire à la relation, exactement. Donc, mais surtout si on s'allie avec le concurrent, donc il faut faire attention parce que plusieurs entreprises PME qui font des alliances avec des multinationales, en fin de compte, la PME n'existe plus parce que son chiffre il est dépendant, son chiffre d'affaires il est dépendant à 90% avec de la multinationale, donc en fin de l'alliance, la PME n'existe plus. Donc il faut toujours prendre préférence. La théorie de coût de transaction, c'est la théorie de Williamson, c'est l'économie d'échelle. On parle ici de la minimisation des coûts de la chaîne de valeur. Si on s'allie, les coûts ils vont être minimes par rapport à une entreprise seule elle-même. Et il y a la théorie des ressources
qui se ressemble avec la théorie des coûts de transaction, ils sont complémentaires. Parce qu'en fait, là, il parle des ressources. L'entreprise dans les ressources A avec l'entreprise dans les ressources B, on fait l'alliance, donc on a deux sources de ressources, donc la complémentarité des ressources. Sauf que là, il faut faire attention, on va trop l'abondance de ressources, on va être en sous-exploitation. Donc l'abondance des ressources, ce n'est pas aussi un bon champ. Les alliances stratégiques en tant que levier de création de valeur. En s'alliant, on a certes une création de valeur pour toutes les parties prenantes. Je ne dis pas que seulement pour les actionnaires, mais pour les actionnaires, pour les salariés, pour l'entreprise elle-même. Donc on parle ici de trois valeurs. La valeur financière, qui est toujours en fait, la valeur stratégique et la valeur organisationnelle. La valeur financière, on parle de la valeur qui est pour l'actionnaire, pour l'augmentation de la valeur de son titre de la société. Donc tout ce qui est financière, chiffre d'affaires, etc. On parle de la valeur stratégique qui est vraiment, je trouve que c'est plus important que la valeur financière, parce que la valeur stratégique, on parle de la continuité de la survie de l'entreprise. Si on fait des alliances avec des entreprises internationales, ça va permettre l'ouverture sur de nouveaux marchés à l'international, l'amélioration de la position concurrentielle sur le marché. Donc, c'est la valeur stratégique qui vraiment la valeur stratégique qui amène à une valeur financière. Et enfin, on parle de la valeur organisationnelle, ça entre un petit peu dans les RH, donc la valeur organisationnelle, c'est pour le personnel de la société. Si on s'allie avec une entreprise multinationale, donc toutes les pratiques managériales qui sont sophistiquées et tout, ils vont être appliqués sur l'entreprise PME et ça va être un échange très intéressant pour les personnels entre eux. Ici, on va entamer les risques et inconvénients pour entrer sur le profit, parce que même les risques et inconvénients, ça nuit à la relation. Donc, ça donne pas vraiment le pas pour faire une alliance. On a une continuité fragile des bénéfices, c'est-à-dire que l'alliance n'est pas maîtrisée par un contrat. C'est pas comme le cas de fusion-acquisition ou bien pour d'autres cas de coopération. L'alliance, on peut faire une alliance verbalement. Donc, on n'est pas sous un contrat qui va être, on va faire tant d'années pour arriver à ça. Donc, à chaque moment, le partenaire peut annuler l'alliance. En confidentialité, difficile à protéger. On a parlé de la confiance. Il ne faut pas faire trop de confiance. Il ne faut pas. Parfois, le partenaire a un agenda caché. Tu ne peux pas savoir s'il veut juste savoir la stratégie ou bien la manière de faire de quelque chose. Enfin, c'est bon, l'alliance n'est plus. Un déséquilibre de pouvoir entre les partenaires. Là, on parle généralement quand on a une multinationale avec une PME. Donc, les pouvoirs, ils ne sont pas vraiment la même chose. La multinationale, des fois, elle impose à la PME de suivre une stratégie. Risque de dispersion des ressources des entreprises contractantes. On a parlé de ça sur la théorie des ressources. Il ne faut pas avoir une abondance de ressources. Et là, on arrive au profil de dirigeant de PME et son impact sur le choix de la stratégie. Donc, le premier profil, on a le profil à vision carriériste. C'est le profil de dirigeant qui suit la logique et il crée toujours l'opportunité à partir des avantages disponibles en suivant une stratégie bien étudiée et planifiée. Ce type de dirigeant, il est toujours ouvert pour faire des alliances planifiées s'ils sont à leur intérêt. Ce type est le type parfait. Il y a le type de dirigeant à vision alimentaire. On parle ici des jeunes entrepreneurs qui viennent de commencer leur carrière. Et là, ce type, des fois, on trouve qu'il mange tôt. Donc, il a
accepte tout pour faire survivre son entreprise et tout. Donc, elle est un peu moins que le premier, parce que le premier, il fait sa logique pour faire les choix. Mais ça, pour l'alimentaire, le but ultime, c'est la sécurité et la continuité de son entreprise. Généralement, les startups. Le dirigeant a vision hédoniste. Ça, on appelle l'artiste, il est juste ambitieux et il est ambitieux de parcourir de nouveaux challenges par l'ouverture sur le marché, des nouveaux contrats, même si des fois il n'est pas capable de les enlever. Donc, il est juste ambitieux, il a le plaisir de faire des pas et de nouveaux challenges. Donc, on a le profil de dirigeant à vision paternaliste. Le paternaliste, c'est comme le père de la société. Il a toujours la priorité de garder la pérennité de l'entreprise. Et quelqu'un qui est vraiment, il veut assurer l'indépendance de son entreprise. Il n'est pas ouvert sur la question que quelqu'un va entrer avec eux et va prendre des décisions. Donc, il craint toujours de l'environnement, il veut garder la pérennité de l'avenir de son entreprise afin de la préserver à ses salariés, ses enfants, en évitant tous les risques qui peuvent émaner d'un choix d'une stratégie d'ouverture selon l'environnement. D'un constat, de mon expérience, de ce que j'ai pu lire, donc le Maroc, on a deux profils. On a le paternaliste et on a l'alimentaire, les gens qui veulent se développer. Donc le paternaliste est le plus important. Donc, et ça, je vais le développer dans les études empiriques en faisant des entretiens avec les dirigeants des entreprises PME pour savoir pourquoi ils sont réticents vis-à-vis de l'alliance et quelle est l'alliance la plus adéquate aux entreprises PME et au profil des dirigeants. En plus de conclusion, c'est ma thèse, donc je vais commencer par la situation des PME, ensuite les difficultés. Je vais faire des entretiens avec les dirigeants pour lui proposer des alliances et éclaircissements pour faire l'alliance, justement l'alliance à gagner pour eux. Donc c'est ça pour la continuité de l'étude. Merci. Vous avez inclus les multinationales? Oui. Et c'est quoi le rapport à l'économie? Il contribue 20% de la valeur ajoutée de l'économie nationale. On vous dit pas alors c'est quoi? Oui, la valeur ajoutée. D'accord. Ce serait intéressant de voir l'apport des joints aventures. C'est un peu les joints aventures. Oui. Les joints aventures, c'est un type d'alliance. Ce type d'alliance, c'est intéressant. Je vois notamment, parce que là, le Nord se dirige vers l'industrialisation, vraiment les espèces automobiles. Et les joints aventures ont très bien marché en Turquie, en Chine d'ailleurs. Et cette alliance permet à la fois à l'entreprise qui est à l'extérieur de bénéficier justement de tout le réseau des marges administratives. Et en contrepartie, tu règles le problème de financement, tu règles le problème d'expertise, et un transfert de connaissances. Donc c'est-à-dire on peut prendre des modèles, notamment la Turquie, ou des alliances de ce type-là de joint aventure qui ont réussi et essayer d'extirper les bonnes pratiques, ça serait vraiment intéressant. Oui, moi j'ai pris déjà l'idée de ma thèse, une entreprise que je travaillais dans une entreprise, ils ont fait un joint avec une entreprise française au Maroc.
C'est quoi en France? On est sur PME. C'est une PME. Dans quel secteur? Agriculture. Ah, agriculture. En agriculture. Donc j'ai pris l'étude de faire. C'était intéressant. C'est bon. Merci beaucoup. Ok. On va avoir la discussion à la fin de la... Ici. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Ali Zaidi, je suis doctorant à l'université de Nazar à Agadir. Je suis sous l'encadrement de M. Mustafa Medriche avec un encadrement de Mme Amina Omran de Tunisie, la Tunisie. Donc, dans le cadre du premier congrès international sur l'intégration régionale organisé par la MONED, la présentation d'aujourd'hui sur le thème la coopération entre entreprises et la performance de l'innovation, rôle du capital social et des connaissances. Donc, voilà, le plan de notre présentation sera comme suivant. Nous allons commencer par une introduction, description des sujets, questions de recherche, revue de la littérature, objet de la recherche, modèle conceptuel, et enfin une petite conclusion. Alors, dans l'environnement d'un certificat actuel et du coup important de l'activité d'innovation, la tendance à l'innovation ouverte ou partagée en réseau est devenue une nécessité pour les entreprises au moyen d'adaptation au changement rapide et à la concurrence mondialisée. Cependant, face aux ressources limitées et nécessaires pour le développement de projets innovants, la coopération interentreprise apparaît comme moyen favorisant la performance de l'innovation, peu importe le champ de la coopération internationale, régionale, locale, technologique ou non technologique. Donc, ce travail se propose de donner une synthèse de la littérature concernant en première partie déterminant la compréhension, le comportement de la coopération interentreprise considérée comme une nouvelle stratégie pour l'innovation. Ensuite, dans le deuxième chapitre, deuxième partie, nous allons voir l'enrichissement et la compréhension du concept du capital social et de la connaissance incorporée dans les réseaux. En fait, ces deux notions sont situées au cœur du processus coopératif, ce qui va permettre par la suite une meilleure intégration des entreprises situées dans la région Afrique, Méditerranée et Europe au sein d'un système productif, et surtout lorsqu'elles réagissent en termes de leur proximité, leur complémentarité et leur solidarité. Pour ce faire, nous allons tout d'abord répondre à la problématique suivante. Alors, dans quelle mesure la coopération interentreprise favorise la performance de l'innovation au sein de la région AME? Autrement dit, comment les entreprises de la région Afrique-Méditerranée-Europe améliorent leur stratégie de coopération à travers le développement du capital social et le développement de leurs connaissances en vue d'une meilleure performance de l'innovation. Donc, le processus de la coopération fait référence aux situations d'entraide entre différentes parties en vue d'atteindre des objectifs communs et la suscite bien sûr l'intérêt de plusieurs chercheurs dans diverses disciplines. Nombreuses sont les définitions associées à ce concept. Nous allons choisir celle de Smith et Hall, qui disent que c'est un processus par lequel les individus, groupes et organisations travaillent ensemble, interagissent et établissent des relations pour des gains et bénéfices mutuels. D'autres auteurs précisent que la coopération interentreprise favorise la mutualisation des ressources difficiles à acquérir en vue d'obtenir davantage qu'un partenaire ne peut pas garantir au rang de manière isolée. Alors, c'est le fait de s'adonner consciemment aux activités des autres par une activité complémentaire, de faciliter l'accès aux ressources et des performances collectives en vue d'atteindre la performance de l'innovation. Donc, pourtant, il existe des freins plutôt à la coopération qui perturbent l'activité de l'innovation, comme par exemple un choix de stratégie faible, un manque de ressources financières, un manque de sources d'information, une utilisation des pratiques informelles et moins structurées, une interaction limitée, une communication faible, un manque de compétences, un comportement opportuniste et individualiste. Mais aujourd'hui, la nouvelle vision de l'innovation ouverte, interactive et non linéaire a permis de dépasser ces freins en procédant à la coopération
en procédant à la coopération entre diverses parties prenantes, en procédant aux ressources collectives en vue d'atteindre les objectifs fixés. Alors tout ça va nous donner une synthèse pour dire que le capital social a un rôle essentiel dans tout ça. Le capital social associé bien sûr à la nouvelle stratégie économique qui a donné naissance à l'intégration de l'économie dans la société. En effet, il existe plusieurs définitions du capital social selon son champ d'application bien sûr. Nous allons choisir la fameuse définition de Bourdieu qui a dit que c'est un ensemble de ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées, d'interconnaissance et d'interreconnaissance. En autre moyen, a précisé que social capital provides the view which facilitates cooperation, exchange and innovation. Alors, le capital social procure également aux entreprises un avantage concurrentiel en termes de réduction du coût de transaction, réduction de malversation, suppression des litiges, partage de connaissances tacites, honorer les engagements et respecter les accords, production d'informations fiables et pertinentes, minimiser les risques et les dépenses en production, minimiser le comportement opportuniste, collaboration et échange entre les partenaires, favoriser une communication transversale entre entreprises et enfin faciliter l'action et la coordination entre les membres d'un réseau. Alors, dans ce travail, le capital social fait référence au réseau et les alliances, au réseau et les liens sociaux qui facilitent l'accès aux différentes ressources. Mais pour nous, la ressource la plus précieuse et la plus pertinente, c'est la connaissance. Alors, gérer la connaissance au sein d'une organisation n'est pas toujours une démarche évidente. En effet, il est souvent très important pour les entreprises de créer des connaissances, un transfert de connaissances et à travers bien sûr le processus d'apprentissage qui intervient lorsque les entreprises innovantes se convertissent en organisations apprenantes qui procèdent perpétuellement à la création, l'échange, la transformation et la valorisation de nouvelles connaissances. Il y a également, à travers également la capacité d'absorption, considérée comme l'aptitude de l'entreprise à détecter des connaissances externes, les acquérir et les utiliser dans la conception des produits et des process. Donc, de manière générale, plusieurs travaux ont cité la coopération comme moyen de création, d'acquisition, de valorisation de ressources et des compétences collectives à travers, bien sûr, le processus d'apprentissage et l'absorption d'un nouveau savoir-faire et des compétences collectives. Donc, si la théorie des ressources est bien adaptée pour expliquer les alliances et les accords entre les organisations, nous pouvons également citer la connectivité horizon et la proximité géographique comme moyen pour promouvoir la coopération et contribuer à la conquête des opportunités d'innovation. Alors, l'intégration et la proximité géographique d'entreprises et d'organisations produisent plus de contacts, d'interactions qui favorisent la dynamique des échanges et par la suite l'incitation à l'innovation. Dans le même contexte, une forte connectivité à un réseau ainsi qu'une proximité géographique ont un effet positif en matière de minimisation du coût de transaction, d'optimisation du temps, de partage rapide des informations complexes et du transfert des connaissances tacites. Alors, pour les entreprises situées dans la région Afrique-Méditerranée-Europe, la connectivité au réseau et la proximité géographique leur procurent un certain nombre d'avantages, comme par exemple les circuits courts entre les entreprises et les investisseurs de la région, sachant bien sûr le coût élevé du pétrole et le problème de réchauffement climatique, la promotion et la diffusion des langues européennes dans la Méditerranée et l'Afrique,
et également le rythme de vie des habitants dû au rapprochement du fuseau horaire. Cela facilitera bien sûr des échanges économiques, culturels, médiatiques au sein de la région. Alors, pour une meilleure valorisation de la proximité, une meilleure coopération, une meilleure intégration au sein de la région, il faut passer à une connexion réelle par laquelle les 3 zones de la région AME forment un seul réseau. Alors, pour ce faire, il faut investir dans des programmes d'infrastructure, une connexion informatique et une coopération sécuritaire. Et là, nous pouvons voir que les pays méditerranéens et africains disposent de la jeunesse, de la main-d'œuvre, de nouveaux marchés, de ressources énergétiques qui peuvent être considérés comme des besoins pour les pays européens. En revanche, il y a une stabilité au sein des pays européens, la technologie, les droits, la gouvernance, la modernité, etc. également considérés comme des besoins dans les pays méditerranéens et africains. Et là, nous pouvons passer d'une approche migratoire vers une approche économique des compétences mobilisées. Donc notre objectif principal, c'est de construire et tester un modèle expliquant les interactions existantes entre les concepts suivants: coopération inter-entreprise, capital social, gestion des connaissances, performance, innovation. Ces objectifs, c'est décortiquer le concept. C'est décortiquer le concept de la coopération inter-entreprise, mettre en exergue la notion du capital social et des innovations, préciser et déterminer les faits modérateur de la gestion des connaissances, déterminer le terrain d'investigation et les types d'entreprises, et enfin étudier et comprendre les relations de cause à effet entre les différents concepts. Pardon. Merci. Alors, notre modèle conceptuel sera comme suivant. Nous allons tout d'abord étudier l'effet positif de la coopération inter-entreprise sur la performance d'innovation d'une manière directe. Ensuite, nous allons étudier le rôle médiateur ou le fait médiateur du capital social au sein de cette relation. Ensuite, comme troisième hypothèse, nous allons étudier le rôle modérateur de la gestion des connaissances sur cette relation, concrétisée par ces deux sous-variables: apprentissage organisationnel et capacité d'absorption. Alors, en guise de synthèse, nous pouvons dire qu'avec l'émergence de l'économie du savoir et de la connaissance, l'innovation n'est plus conçue aujourd'hui comme un phénomène individuel, isolé dans des laboratoires de recherche étatiques, mais plutôt à travers la coopération inter-entreprise et des réseaux de collaboration en impliquant différents acteurs dans le processus d'innovation. Alors, un projet n'est réussi au sein d'un système productif transfrontalier que lorsqu'il est mené avec tous ces acteurs. Il est clair à la lumière de toutes les observations issues de cette analyse que la suggestion de quelques pistes de recherche requiert une investigation empirique du terrain. Le terrain visé permettant le test du modèle théorique proposé est celui des entreprises situées sur l'axe Afrique, Méditerranée, Europe. Cette étude s'avéra pertinente et porteuse de valeur, plus particulièrement s'il s'agit d'une étude comparative avec les autres régions du monde. Et merci pour votre attention. Bonjour chers professeurs, bonjour honorable assistant. Je suis Emrani Noura, doctorante en première année au sein du laboratoire EDETO de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'UFES. Aujourd'hui, je vais vous présenter une communication qui s'articule autour de la gestion des collectivités territoriales à l'ère de la mondialisation, une opportunité ou une menace pour les régions marocaines. Mais avant de ce faire, permettez-moi de présenter l'expression de remerciement à toute l'équipe qui a veillé pour la réussite de ce colloque. Et je remercie aussi le professeur de Luis qui nous vient de l'Espagne pour assister à notre présentation. Donc, pour présenter notre sujet, on a proposé le plan suivant qui commence par une introduction dans laquelle on va présenter le contexte de notre recherche, par la suite la problématique et les questions qui en découlent, et bien sûr la démarche utilisée et les objectifs de ce travail de recherche, par la suite les résultats et leurs discussions, et enfin une conclusion. Donc, en ce qui
SMIC que l'économie mondiale a connu plusieurs mutations profondes. Cela est dû aux libre circulation des produits, des moyens, des individus et des idées. En un mot, il s'agit du phénomène de la mondialisation. Les collectivités territoriales se trouvent face aux contraintes de la mondialisation. Alors, ils trouvent leur fonction donc ils trouvent leur fonctionnement et leur mission se changer petit à petit à l'égard en l'existence du phénomène de la mondialisation. Alors, ils sont obligés de s'adapter avec le phénomène, tirer profit des opportunités et s'évader des menaces. Donc, pourquoi nous avons choisi exactement les régions? Parce qu'il s'agit donc du plus haut niveau qui chapeaute les autres collectivités, à savoir les provinces, les préfectures et les communes. Et donc, le choix de la région va avoir un impact très significatif au niveau de notre recherche. Donc, en se basant sur l'ensemble de ces constats, nous avons pu former une problématique qui dit qui part de la question suivante. La mondialisation présente-t-elle une opportunité ou un obstacle à la gestion des régions marocaines? Donc, de cette problématique, on peut donc détecter autre sous-question, à savoir, la mondialisation est-elle un phénomène qui concerne seulement le domaine du business? C'est une question. La deuxième question, comment les collectivités territoriales en général et les régions spécialement agissent face au phénomène mondialisation? La troisième question, comment les régions marocaines peuvent-elles tirer profit des opportunités de la mondialisation? Donc, l'objectif de cette communication, c'est d'étudier la réaction des collectivités territoriales et spécialement les régions à l'égard du phénomène mondialisation, ça en primo. Deuxièmement, c'est montrer que la mondialisation, c'est un phénomène qui n'est pas toujours associé au domaine entreprise et au domaine capitaliste. Cependant, il peut faire aussi l'objet des enjeux qui peut soit être positif ou bien négatif au niveau de la gestion publique. Et le troisième objectif, donc c'est de partir grâce à une analyse SWOT, de faire un arbitrage entre les opportunités et les menaces de la mondialisation. Donc, en se basant sur nos questions et nos objectifs, nous avons opté pour la démarche suivante. Donc, vu qu'il s'agit jusqu'à présent d'une étude théorique, nous avons fait appel à l'analyse documentaire qui consiste de chercher l'information, la trouver, l'analyser et puis l'interpréter. Nous avons également fait appel à la théorie du New Public Management développée par Wood, vu qu'on s'intéresse à l'aspect gestion des collectivités territoriales. Et nous avons aussi mobilisé la matrice ou bien la matrice SWOT qui a pour objectif, qui va nous aider à répondre à notre problématique, c'est-à-dire est-ce que cette mondialisation, qui a donc des opportunités et des menaces, est-ce qu'il va faire l'objet, donc il va aider les collectivités territoriales à une bonne gestion ou bien les entraver. Donc, en se basant sur l'ensemble, sur la littérature que nous avons sollicitée, nous avons pu classer les informations détectées dans une matrice SWOT qui est présentée toujours en trois cases, plutôt 4 cases. Les deux premières concernent les forces et les faiblesses. Et les deux dernières concernent les opportunités et les menaces. Les forces et les faiblesses, bien sûr, de notre contexte, qui est la région.
Et les opportunités et les menaces, c'est par rapport au phénomène de la mondialisation qui fait partie de l'environnement externe des régions marocaines. Donc, en ce qui concerne les forces des régions marocaines, on a tout d'abord le grand chantier de la régionalisation avancée qui a été lancé en 2015. Donc, ce grand chantier, il porte autant d'éléments de force pour la région, vu qu'il lui permet d'avoir une autonomie de gestion et il permet aussi, donc, il donne aussi aux régions plus de prérogatives de gérer leurs ressources et de chapeauter les autres collectivités. Le deuxième point, c'est par rapport au découpage administratif, au nouveau découpage administratif, et qui est aussi le résultat de la régionalisation avancée. Donc, une fois que le Maroc a adopté la régionalisation avancée, il a procédé à un nouveau découpage administratif qui consiste de réduire le nombre de régions de 16 à 12 régions. Donc, cette réduction, il permet une gestion plus efficace pour ces régions, en primo, et en secondo, donc ce nouveau découpage, il se base sur des principes ou bien des éléments de cohérence entre ces régions. C'est-à-dire, on ne va pas regrouper tout simplement ces régions, mais on va se baser sur des critères, à savoir que ces régions ils doivent être cohérentes afin de créer plus de synergie. Donc, concernant le troisième point, c'est par rapport à la décentralisation. Et on peut considérer même que la décentralisation en tant que mode de gestion administrative, c'est le soubassement ou bien c'est l'élément qui a catalysé, qui se considère comme catalyseur pour la mise en place du grand chantier de la régionalisation avancée. Donc, passons maintenant aux faiblesses. Donc, les régions marocaines, ils ont certes des éléments de force, mais cela n'empêche pas qu'ils ont, ou bien qu'ils souffrent beaucoup, qu'ils souffrent encore autrement dit, qu'ils souffrent des faiblesses. Donc, en ce qui concerne ces faiblesses, on a tout d'abord le problème du degré d'attractivité, c'est-à-dire les régions ils n'ont pas tous le même degré d'attractivité. Donc à ce niveau, on peut citer même l'exemple des régions, par exemple la région de Tanger-Tétouan, il n'a pas le même degré d'attractivité que par exemple que Khlefra Ben Miller. Donc c'est quelque chose d'incomparable. Donc ils n'ont pas le même degré d'attractivité. Le deuxième point, c'est que les régions n'ont pas de territoire. À l'encontre des autres collectivités comme les communes qui ont un vrai territoire qui est maîtrisable et qu'on peut le gérer facilement. Le troisième point, il concerne bien sûr le système fiscal et qui pose un grand problème. La fiscalité locale, il pose de grands problèmes. D'ailleurs, les assises fiscales qui ont été organisées au niveau de cette année en mois de mars, ils montrent que la fiscalité locale elle a encore beaucoup de problèmes et que les régions marocaines n'ont pas assez de ressources à cause de la non-équitabilité entre ces régions. Donc, par rapport aux éléments externes de notre environnement qui est la mondialisation, la mondialisation a certes des opportunités. Il peut donc encourager les réformes du système politico-administratif, comme il peut donc stimuler l'application des quelques principes du New Public Management. Comment? On va donner un petit exemple à ce niveau, c'est que actuellement, les régions marocaines, quand ils veulent faire un projet ou bien monter un projet de développement, par exemple, d'une région, ils font appel aux stratégies, ou bien plutôt la planification stratégique et les plans d'action. Cette planification et ces plans d'action se sont découlés, bien sûr, des principes du New Public Management, de la gestion publique moderne. Le troisième point d'opportunité, c'est que la mondialisation, il crée une politique d'intégration avec des autres pays voisins. C'est-à-dire, comment on va tirer profit de ce point?
C'est-à-dire, on va s'ouvrir sur les expériences des pays qui sont développés, à titre d'exemple, dans la gestion publique, et on s'inspire des techniques ou bien des modèles qu'ils ont eus afin d'arriver au même, soi-disant, au même niveau de développement. Concernant les menaces, nous avons pu détecter deux types de menaces, à savoir l'instabilité du contexte. Donc la mondialisation, il entraîne une instabilité du contexte local. C'est-à-dire on est toujours perturbé par la mondialisation, il y a toujours des freins, on est toujours sous des contraintes. Le deuxième point, c'est par rapport à la concurrence interrégionale. Cette concurrence, il peut certes être positif, mais dans la plupart du temps, la concurrence interrégionale, il entraîne des points négatifs et par la suite des menaces. Donc, en se basant sur la matrice SWOT, on constate que la mondialisation elle a autant d'opportunités que de menaces pour la région, pour gérer les régions marocaines. Alors, il favorise l'ouverture sur les pays développés, ce qui permet au Maroc de s'inspirer de leur expérience. Et on cite, à titre d'exemple ici, on fait toujours le retour vers la régionalisation avancée, parce que le modèle de régionalisation avancée a été développé donc dans des pays à savoir la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et j'en passe. Et donc le Maroc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est inspiré des avancées de ces pays au niveau de la gestion locale. Il a mis en place ce modèle, et bien sûr tout en prenant en considération les spécificités du contexte marocain. Donc, si la régionalisation avancée est le résultat d'une ouverture sur le modèle de gouvernance locale européen, il sera automatiquement un exemple vivant et réussi, motivé par les efforts positifs de la mondialisation. Donc, en guise de conclusion, ce qu'il faut retenir de notre communication, c'est que la mondialisation est certes un processus dont les fondements ou bien les sous-bassements sont du capitalisme, cependant ces dimensions vont au-delà et il faut tenir compte aussi de la gestion publique. Donc les organisations, donc la mondialisation concerne aussi bien les entreprises que les organisations publiques. Ce qui nous a poussé de dire que la mondialisation représente un vecteur du changement de la gestion des collectivités territoriales qui stimule la mise en place des nouveaux réformes. Le troisième point, c'est que la régionalisation est bien sûr l'une de ces réformes qui stipule plus d'autonomie pour les régions. Et enfin, nous avons pu répondre à notre question en faisant appel à la matrice SWOT. Alors la mondialisation, plus d'opportunités ou bien plus de menaces. Selon cette modeste étude, nous avons pu découvrir que la mondialisation et la plus d'opportunités. Reste à vérifier sur le terrain comment ça se passe. Donc on s'est basé que sur la littérature ici. Donc ma présentation a tenu à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour l'intervention, pour la pertinence en fait de votre choix, tout d'abord de thème qui est très intéressant, d'actualité. Le Maroc est appelé en fait à avancer à un modèle de régionalisation avancée, un modèle aussi de développement. Le Maroc est en train de chercher un modèle en fait de développement. Ce modèle de développement qui ne peuvent pas en fait sortir des modèles des 12 régions au Maroc. Et c'est très intéressant de travailler sur cette problématique. Mais je voulais seulement poser une petite question concernant la dimension politique de ce choix en fait, stratégique du pays. Pourquoi le Maroc en fait, a opté pour le choix, sachant que le Maroc est toujours influencé par la France, et la France est un très mauvais modèle au niveau de la régionalisation. C'est un très mauvais modèle, donc on ne peut pas compter sur le modèle habituel marocain, c'est la France, mais
Et est-ce que vous pouvez, est-ce que ça peut être utile dans votre recherche de voir cette dimension un peu La politique. dimension politique. C'est ça. Ouais. Donc, si vous avez entendu, ce que j'ai lu dernièrement, c'est que le modèle de régionalisation avancée, il ne s'inspire pas du modèle français, mais plutôt que le modèle italien, chez nous au Maroc. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'au début, j'avais la même idée. C'est que automatiquement, on s'inspire de la France, on s'inspire toujours des lois françaises, et donc toujours on s'inspire de la France dans notre politique. Mais j'étais étonnée et choquée quand j'ai lu que le Maroc s'inspire au niveau du grand chantier de la régionalisation avancée du modèle italien. Donc je ne vois pas l'existence des regards, parce que c'est rare qu'on trouve le Maroc qui s'inspire d'autres pays, quand on dit par exemple surtout l'Italie qui est assez loin de notre contexte. Alors la dimension politique, c'est certes, ça va être pris en considération, mais justement monsieur, parce que ça ne fait pas partie exactement de mon thème de recherche, ce que je fais actuellement c'est le contrôle de gestion dans les collectivités territoriales, donc je ne vais pas prendre en considération tout ce qui est politique, mais cela n'empêche pas de développer donc, cette idée et bien sûr voilà, le côté politique est très intéressant dans notre étude, surtout qu'il s'agit de collectivités territoriales qui est un champ d'études à mi-chemin entre l'économie, tout ce qui est juridique et tout ce qui est politique. Oui, je vais faire ça. Merci, monsieur. Sempre le modèle allemand et le modèle espagnol sont plus décentralisés que le modèle français. Oui. Ouais. Ok. D'autres interventions? Autre question? Il y a d'autres intervenants? Je voudrais faire une question. Pardon, pas le français. Voilà. Parce que dans les slides des résultats, vous avez dit qu'il y a deux forces, la réduction du nombre de régions et l'autre force c'est la décentralisation. Quelle est la cohérence? Parce que si il y a une région plus grande, tu dis qu'une force c'est la décentralisation, quelle est la cohérence? Voilà, donc la décentralisation, c'est par rapport en tant que mode de gestion. C'est-à-dire, si on va faire la décentralisation, les régions ils peuvent avoir plus de liberté de gestion. Parce que avant l'indépendance, le Maroc avait un modèle centralisé. C'est-à-dire que le centre il ne peut pas déléguer la gestion aux autres collectivités, à savoir c'est-à-dire si on parle par exemple du centre qui est ici Rabat, le capital du Rabat. Donc si tu veux même un petit papier, tu dois te déplacer jusqu'à Rabat pour la récupérer. Mais grâce à la décentralisation, qui est un mode de gestion pour les régions marocaines et les autres collectivités, on a pu donc régler tous ces problèmes. Et on peut donc récupérer, avoir et gérer, et donc les régions ils vont avoir plus d'autonomie de la gestion, gérer leurs ressources. Donc ça va. Et en plus, c'est la décentralisation qui a stimulé la mise en place de la régionalisation avancée. Si on n'avait pas la décentralisation, on ne peut pas même parler de la régionalisation avancée. Ça va être un chantier très difficile à mettre en place. Oui, mais il y a aussi une reconnaissance de que si les régions sont plus grandes, ils sont plus efficients. Are they more efficient if they are big? Because you say, sorry. Pardon, si sont grands, si tu dis, il est mieux avoir, il est mieux avoir un nombre plus petit de régions qu'un nombre plus grand, non? C'est pourquoi? C'est pour l'efficience de la région ou pourquoi? Parce que si je peux voir, le nombre a diminué. Oui.
Par exemple, on peut prendre juste un petit exemple par rapport à une entreprise. Donc, une entreprise qui a un nombre restreint des salariés. Donc, il peut gérer et maîtriser sa gestion. Alors qu'une entreprise qui est assez grande, avec beaucoup comment dirais-je, de filiales et beaucoup de banques, il trouve des difficultés pour mieux gérer son entité. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le fait de réduire ces régions et de réduire le nombre des régions et de réduire aussi, donc ça va avoir une répercussion positive par rapport à la gestion, une gestion qui devient plus maîtrisable, d'un part. D'autre part, c'est que j'allais dire. Donc, on va maîtriser, la région va maîtriser sa gestion. Et aussi, donc, avant, lorsqu'ils étaient cette région, il y avait beaucoup de dispersion des ressources financières. À chaque région, on doit octroyer des ressources. Et il y avait donc, grâce à la régionalisation avancée, ils ont pu regrouper les régions qui ont des points communs. Par exemple, cette région qui était là, on va donc la faire inclure avec l'autre région et comme ça on va réduire même les ressources octroyées pour celle-ci et comme ça va aider à la gestion financière des régions et la gestion interne par rapport la gestion en général. Ça va mieux gérer et maîtriser la région. On va maîtriser donc la gestion de notre région. Je peux intervenir par rapport à ça. En fait, le fait de réduire le nombre de régions et de les élargir, ça réduit un peu les charges de gestion. Donc, s'il y a plus il y a des régions, plus il y a des charges qui sont individuelles. Et lorsqu'on agrège les charges, on voit que les charges diminuent un peu et ça facilite un peu non seulement la gestion, mais ça réduit aussi le portefeuille de gestion des régions. Donc, c'est un peu ça l'idée. Oui, merci. Même par rapport à la question du nombre de régions, il y a la question d'assurance. On a parlé d'assurance de région. Même si on affecte des petites régions à des grandes régions, ça va donner plus de motivation pour cette région. Il va donc développer encore plus d'assurance à la région qui était pas connue. C'est un objectif de développement de région. C'est pas le financement.